Merci Monsieur le Président. Alors, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, merci cher Anthony pour ce colloque stimulant et pour ton invitation. En revanche, j'avoue, alors je confesse immédiatement que je suis moi-même à l'origine de la proposition d'intervention, mais en fait, je crois que je n'avais pas bien mesuré à quel point j'allais sortir de mon champ de spécialité et à quel point j'allais sortir de ma zone de confort pour vous parler de l'État comme illusion théâtrale et de ses ressorts. Parce que moi, qui suis plutôt constitutionnaliste et publiciste, je vais me prêter à un exercice d'observation et d'analyse d'un objet que je connais bien, qu'est l'État, mais pas avec des outils que j'ai l'habitude d'utiliser, puisque je vais plutôt utiliser des outils et un prisme sociologique. En 1962, le grand juriste Jean Rivero contait les aventures imaginaires d'un Huron en visite à Paris, et je le laisse parler. C'était un Huron, mais un Huron juriste. Il enseignait le droit public aux futurs guerriers de sa tribu. Il rêvait de se rendre en pèlerinage à la ville d'où rayonnait sur le monde le flambeau du contentieux administratif. Et un petit peu plus tard, lorsque nous fûmes dans la cour du Palais Royal, il se prosterna la face contre terre. Comme Montesquieu avant lui dans ses lettres persanes, Jean Rivero utilise la figure innocente du bon Huron pour esquisser des remarques apparemment innocentes, mais en réalité acerbes sur le droit administratif et son habillage, le Palais Royal, Conseil d'État, objet révéré de générations de juristes. Des années plus tard, le sociologue Bruno Latour portera également son regard sur la même institution et se prendra à observer, c'est en ces lieux, sur ces bureaux, dans ces salles ornées, que les feuilles du dossier vont se retrouver reliées par le truchement du rapporteur au vaste corpus des arrêts du Conseil et aux innombrables documents consignant les textes des lois, traités, décrets, arrêtés et règlements dont la compilation occupe toute la bibliothèque. À l'évidence, le Conseil d'État, mais plus largement le droit et l'État, sont un théâtre, au sens d'un art qui a pour objet la représentation d'une action par les comédiens devant un public. C'est ce théâtre, ses illusions et ses ressorts que nous nous proposons d'étudier. L'État peut se définir comme une autorité souveraine qui, par l'exercice de ses pouvoirs, représente et garantit l'unité et le fonctionnement d'une société sur un territoire défini. Le sociologue Max Weber considérait que l'État a le monopole de la contrainte physique légitime, c'est-à-dire que le premier outil de l'État et son langage principal est sans doute le droit. Pour étudier convenablement le théâtre de l'État et ses ressorts, comme je vous l'ai dit, le point de vue juridique ne sera pas pertinent, car il limiterait trop notre analyse et on ne pourrait pas réellement étudier son fonctionnement et ses ressorts. Donc j'adopterai un point de vue décalé, sensiblement plus large sur notre étude et un regard sociologique. C'est-à-dire que j'appréhenderai l'État simplement comme un phénomène et une organisation particulière de la société. En ce sens, le juriste Georges Burdeau a fait un peu le même exercice que moi et disait « Effort de volonté, l'État est artifice, en ce sens qu'il n'est pas donné comme un phénomène naturel, mais doit être construit par l'intelligence humaine, et c'est ce qui explique que l'État est ce que nous méritons qu'il soit. » Nous pouvons estimer que l'État peut être vu comme un théâtre. Il est ici question d'unité de lieu, de temps et d'action, et sur la base de ce théâtre politique se développe bien une illusion. L'illusion consiste dans le fait de prêter une certaine réalité, un certain crédit à ce que l'on sait imaginaire ou fictif, mais que l'on accepte pour vrai ou réel. Dans l'État, il y a donc un décalage entre la réalité et la fiction, et nous tenterons d'insister sur des traits saillants de ce décalage pour tenter de le mettre en évidence, d'en comprendre les ressorts, c'est-à-dire les raisons et les fonctions. Nous essaierons de montrer que dans l'État, l'illusion théâtrale remplit une fonction bien précise. Elle permet d'enserrer le pouvoir de l'État dans un cadre qui est certes artificiel, mais qui permet de rendre les choses vivables et ainsi de faire tenir l'État. Alors, je ne prétendrai pas à une analyse exhaustive des choses, mais je m'intéresserai simplement à quelques points saillants de l'État pour mettre en évidence ce décalage et les fonctions de ce décalage. En clair, les éléments d'illusion théâtrale et les ressorts.
Donc je m'intéresserai successivement tout d'abord au cadre de l'État, puis à ses outils, et enfin, dans une troisième partie, à ses formes particulières. Donc tout d'abord, la question du cadre de l'État. L'État est fondé et structuré par un cadre particulier qui a pour objectif de fonder son pouvoir. Donc le cadre de l'État a pour objectif de fonder le pouvoir de l'État. Ce cadre se manifeste tout d'abord par l'assignation d'une fonction à l'État, puis par la définition d'une finalité particulière, et nous verrons que dans ces deux éléments, on a déjà illusion théâtrale et ressort de cette illusion. Donc tout d'abord, la fonction de l'État. Alors, je ne vais pas aller très loin dans la question de la fonction de l'État. Pour moi, la première fonction de l'État, c'est de permettre la vie en société. L'État a pour fonction primordiale d'assurer la vie en société, et pour en parler, je mobiliserai le philosophe Thomas Hobbes et son fameux Léviathan. Dans cet ouvrage, le philosophe propose une réflexion intéressante sur l'institutionnalisation primordiale de l'État sous la forme de la métaphore du contrat social et de l'état de nature. Selon Hobbes, l'état de nature est un état de guerre permanente, et pour échapper à cette guerre et au règne de la loi du plus fort, les hommes vont abandonner leur liberté au profit du Léviathan, c'est-à-dire au profit de l'État. Ainsi, l'État est vu par Hobbes comme une construction artificielle, humaine, pour organiser la vie en société et garantir à ses membres la sécurité et la vie. La fonction primordiale de l'État est donc bien d'assurer la vie en société. Mais Hobbes va plus loin. Il précise que si dans le contrat social, les individus abandonnent leur liberté au profit de l'État et du monarque, le souverain n'est pas tout-puissant. En effet, il ne doit pas devenir tyrannique, et Hobbes estime qu'il est contraint, obligé, de rendre la part de liberté non nécessaire pour assurer la vie en société, sous peine de devenir despotique et de fonder la résistance à ses lois. Le premier cadre de l'État est donc bien d'assurer la vie en société, et cette fonction est très largement volontaire et artificielle. Elle participe donc d'une fiction, et il sera intéressant d'en étudier les ressorts. Mais je vais m'intéresser tout d'abord, à l'autre élément du cadre de l'État, qui n'est plus la fonction de l'État, mais ce que j'ai appelé sa finalité. Quel est l'objectif poursuivi par l'État ? Dans son idée d'État comme artifice, dont je vous ai déjà cité, le juriste Georges Burdeau affirmait qu'il est clair que du moment où l'État est créé par l'esprit, il est, comme toute chose créée par le genre humain, en conformité avec un certain idéal. L'État manifeste cet idéal à travers des finalités particulières, et alors, il y a un très grand nombre de finalités que l'on peut associer à l'État, mais il y en a deux particulières qui rassemblent tous les juristes et tous les sociologues sur l'État. L'État a deux finalités particulières, le bien et la justice. Saint Augustin, au 5e siècle, posait déjà la question du rapport de l'État et de la justice. Il s'interrogeait ainsi: que sont les empires sans la justice, sinon de grandes bandes de brigands? Et il estimait ainsi que la justice est la particularité, ce qui manifeste la spécificité de l'État par rapport à d'autres groupes sociaux. L'évêque d'Hippone estimait ainsi que le fondement et la finalité des États résident précisément dans la finalité de la justice, que l'on peut définir comme le pouvoir de faire droit à chacun, de récompenser et de punir. Mais deux questions se posent que je ne ferai qu'esquisser et que je développerai plus largement dans ma version écrite. La première question, c'est à partir du moment où on définit la justice comme une finalité de l'État, la question se pose de savoir si la justice que poursuit l'État est un donné ou un construit. C'est-à-dire qu'en réalité, est-ce que l'État doit se conformer à une notion de justice préexistante, ou est-ce que c'est l'État qui crée la justice ? Alors, les juristes ne sont pas d'accord, s'opposent absolument sur ces aspects, et sur la question, finalement,
de savoir si l'État doit correspondre à un idéal extérieur ou si l'État crée lui-même son idéal autoréférentiel. Je suis, à titre personnel, persuadé qu'il y a les deux éléments. La deuxième question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les conséquences si l'État trahit cet idéal de justice. C'est-à-dire si l'État devient injuste, est-ce qu'on peut envisager un État injuste ou est-ce que par cette trahison, il cesse même d'être un État? Ce que certains auteurs vont défendre. Plus largement que la justice, l'autre finalité de l'État est de définir le bien. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on a là une forme finalement de morale publique, de morale étatique, qui s'incarne par exemple spécialement dans le droit pénal. Le droit pénal définit un certain nombre d'interdits juridiques, mais qui sont également des interdits moraux. En clair, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tuer? Alors, si on tue, si on commet un meurtre, on encourt une peine de prison. Donc, pourquoi le meurtre est prohibé? Parce que le meurtre est considéré comme un mal. Ce qui révèle, dans les trous, une certaine vision du bien. Là encore, se pose la question de savoir si le bien est extérieur à l'État ou si le bien est défini par l'État. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la conception que l'on retient, l'État pose bien une définition du bien. L'État était d'ailleurs défini classiquement comme un ordre de valeurs, avec notamment la justice, le bien, mais également un certain nombre d'autres valeurs. Dans l'État moderne et contemporain, il faut admettre que la vision de l'État comme ordre de valeurs ne fonctionne plus. Les États ont donc été contraints de redéfinir leurs fondements, leur fonctionnement et leur assise. À l'heure actuelle, et depuis Max Weber, depuis la fin du XIXe siècle, les États sont moins définis comme des ordres de valeurs que comme des ordres de contraintes, et cela se manifeste particulièrement par leurs outils spécifiques, ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Pour remplir ses fonctions et atteindre sa finalité, l'État dispose d'outils particuliers, et ces outils participent incontestablement à sa vie théâtrale et à l'illusion théâtrale de l'État. L'objectif de ces outils est d'encadrer le pouvoir de l'État. Et nous verrons que ces outils fondent l'État comme ordre de contrainte. Et j'insisterai, là encore, on pourrait définir énormément d'outils spécifiques de l'État sur deux outils particuliers et très liés l'un à l'autre. Premièrement, le premier outil de l'État, c'est le monopole de la violence légitime. Et deuxièmement, l'État a un langage spécifique, vous le verrez, le droit. Donc tout d'abord, le premier outil de l'État, c'est que l'État a le monopole de la violence légitime, de l'usage légitime de la force. Cela est mis en évidence par le sociologue Max Weber, qui estime donc que l'État monopolise l'usage légitime de la force. D'où découlent notamment ces trois modes de légitimité, traditionnel, charismatique, légal, rationnel, qui sont d'ailleurs aussi des formes d'illusion théâtrale. Ainsi, par exemple, l'armée, la police, ou de manière plus générale, tous les moyens de coercition que peut mettre en œuvre l'État. Ainsi, on peut prendre deux exemples. Je me contenterai de deux exemples, on pourrait les multiplier. Premièrement, l'exemple de la légitime défense. Cette légitime défense, elle est définie à l'article 122-5 du Code pénal. Cette légitime défense, elle n'est légitime, c'est un usage de la force dans l'objectif de se protéger physiquement ou moralement d'atteintes injustifiées. Cette légitime défense, elle n'est légitime que parce qu'elle est définie par l'État dans le Code pénal. C'est ainsi l'État qui définit les conditions et qui encadre l'usage de la force par les individus dans le cadre de la légitime défense et qui vient légitimer une action qui, sans cela, serait illégale. Deuxième exemple, alors ça c'est un exemple de publiciste, mais vous comprendrez assez vite, c'est ce qu'on appelle
Alors, le gros mot, c'est le privilège du préalable. En clair, ça signifie que l'État, l'administration de l'État, peut imposer une décision à ses administrés directement, sans recueillir leur consentement. Par exemple, si l'administration, dans le cadre de ses compétences, veut imposer une taxe, elle décide de la création de cette taxe et elle a les moyens d'imposer le paiement de cette taxe à ses administrés. Regardez le droit fiscal. À l'inverse, les personnes privées ne disposent jamais de ce privilège du préalable. Ils ne créent jamais de situation dans laquelle ils peuvent faire valoir directement et imposer leurs décisions à autrui. La seule manière pour les individus de créer du droit, c'est de le faire sur la base du consentement et d'un accord de volonté, mais on aura l'occasion de le revoir, je le redirai un tout petit peu après, cela n'est du droit que parce que c'est accepté par l'État et les personnes privées ne pourront jamais exécuter elles-mêmes leurs décisions. Elles ne devront toujours le faire que par les modalités prévues par le droit. Deuxième élément, deuxième outil particulier de l'État, c'est son langage. Et ce langage, c'est le droit. Le droit, c'est plus qu'un simple outil pour l'État, c'est véritablement son langage particulier. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que toutes les normes ne sont pas nécessairement produites par l'État. Par exemple, la principale norme juridique en volume, c'est le contrat. Et le contrat, c'est un accord de volonté entre personnes privées. Et l'État ne produit pas de contrat. Mais la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'un contrat est une norme juridique. Ce qui fait qu'un contrat est une norme juridique, c'est que l'État l'a bien voulu et a posé des conditions pour cela, notamment dans le Code civil. J'attire votre attention sur le fait que saint Thomas d'Aquin, lui-même, affirmait dans la Somme de théologie qu'il est d'usage que les mots soient détournés de leur acception première en vue de signifier autre chose et qu'il en va de même pour le mot droit, qui a d'abord signifié la chose juste elle-même, puis l'art de discerner le juste, ensuite le lieu où se rend la justice, et enfin l'arrêt qui matérialise cette justice. C'est par le droit que l'autorité de l'État est la plus importante, puisque le droit a un caractère, entre guillemets, performatif absolu, c'est-à-dire que le droit produit par l'État réalise ce qu'il dit. Un seul exemple, la loi du 9 octobre 1981, qui a porté abolition de la peine de mort, article 1er, la peine de mort est abolie. C'est-à-dire que ça, c'est une pure fiction, mais une fiction qui vient réaliser ce qu'elle dit, c'est-à-dire par le fait même de l'énonciation dans les conditions prescrites, c'est-à-dire le Parlement qui adopte la loi conformément aux conditions prévues, la peine de mort est abolie, cette petite phrase que n'importe qui aurait pu prononcer, prononcée dans un certain cadre, a réalisé ce qu'elle a dit. Je vais maintenant m'intéresser, et j'irai très rapidement, sur la question des formes de l'État. C'est-à-dire, en plus d'un cadre particulier, d'outils particuliers, l'État dispose de formes particulières, et c'est probablement son trait le plus saillant. C'est probablement à ça que chacun pense quand on parle d'illusion théâtrale ou de situation théâtrale en ce qui concerne l'État. L'objectif de ces formes particulières est non plus d'encadrer, mais de déployer le pouvoir de l'État et de le rendre tangible. En clair, de mettre l'État en musique et en action. Je m'intéresserai spécifiquement à deux formes de l'État, deux formes particulières, la question de la procédure et la question des rites de l'État. Donc tout d'abord, la question de la procédure. La question de la procédure rejoint des choses que Bernard Calbat a évoquées, c'est la question du cérémonial. C'est-à-dire, en clair, le principal cérémonial dans l'État, c'est la justice et le procès. J'attire votre attention sur le fait que la justice, c'est un idéal. J'ai parlé tout à l'heure de finalité de l'État, mais c'est un idéal qui doit non seulement être
respecté, mais qui doit encore montrer qu'il a été respecté. Ainsi, par exemple, une formule assez classique qui date de 1923 apparemment, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également montrer qu'elle a été rendue. C'est-à-dire que la justice, c'est une finalité, mais c'est d'abord un cérémonial. Et on se rend compte que le cérémonial est presque plus important que la justice elle-même. Autre exemple que je ne ferai que mentionner, la petite phrase de 1981 prononcée à l'Assemblée nationale, « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire », qui montre que là, peu importe le fond, ce qui compte, c'est la forme. Et en l'occurrence, le fait que Jean Foyer, gaulliste, n'avait pas la majorité pour s'opposer à la question des nationalisations. Autre forme particulière, les rites. Et j'attire votre attention sur le fait que le ritualisme constitue sans doute la forme d'organisation des rapports sociaux la plus ancienne et pendant longtemps la plus répandue dans l'humanité. L'ordre rituel prescrit des façons de se comporter ajustées à la diversité des relations interpersonnelles qui tissent la société, et on le voit, l'État est pétri de rites. Par exemple, la question de l'illusion du collectif. Par exemple, la souveraineté nationale appartient au peuple français, c'est-à-dire que le peuple français est censé se comporter comme une seule personne. Également, l'illusion de l'individuel. Dans la collégialité judiciaire, vous avez un certain nombre de juges qui sont censés ne vouloir que comme un seul homme. Vous avez également, bien évidemment, des décorums particuliers, et notamment un décorum que je trouve assez intéressant, et je ne développerai pas, c'est la question des hiérarchies dans l'État. La question de la destruction des hiérarchies naturelles, par exemple avec le principe d'égalité, et la reconstruction de hiérarchies artificielles. Par exemple, ce qui est intéressant au titre du décorum, c'est l'exemple des décorations, par exemple de la Légion d'honneur, c'est-à-dire le fait que l'État, qui affirme l'égalité de tous, reconnaît que certains sont un peu plus égaux que d'autres, et il y a un certain nombre de droits attachés à ces décorations. Également, dans la même idée, l'exemple du Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On est tous égaux, il y en a qui le sont un petit peu plus que d'autres. Pour conclure, dans l'État, l'illusion théâtrale concerne essentiellement la forme, c'est-à-dire l'aspect extérieur de l'État et non le fond. Cette illusion théâtrale est sans doute un mal nécessaire. En effet, le grand juriste Yering affirmait « Ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Et cette illusion théâtrale qui concerne la forme est probablement un mal nécessaire pour assurer la liberté. En revanche, le sociologue Pierre Clastre affirmait « Les sociétés primitives sont des sociétés sans État ». Ce qui en fait est énoncé, c'est que les sociétés primitives sont privées de quelque chose, l'État, qui leur est, comme à toute autre société, la nôtre par exemple, nécessaire. Ces sociétés sont donc incomplètes. Ce que Pierre Clastre met en évidence, alors je vais mettre de côté son soubassement politique et idéologique, c'est que l'État est une fiction, c'est-à-dire une construction artificielle et non naturelle. Mais ça n'est pas la seule, et c'est probablement une construction artificielle nécessaire. Il faut rappeler, par exemple, comme l'affirmait un magistrat français, il faut croire en la justice, car la justice n'existe pas, c'est en y croyant qu'elle se fera. En clair, il s'agit de croire dans le cadre du pouvoir de l'État. Y croire permet de rendre tangible ce cadre et de le rendre vraiment utile. Si l'on n'y croit pas, le cadre ne sert finalement à rien. C'est-à-dire, si on se met tous aujourd'hui à ne plus croire dans le décorum de l'État, on enlève à l'État son pouvoir, c'est-à-dire en clair, à trop aller chercher derrière le rideau, derrière le miroir, on en vient à nier la réalité même du pouvoir de l'État et à arriver à la conclusion que l'État n'a plus aucun pouvoir. Je vous remercie.